Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de tenter de répondre à la question face à la faillite économique, comptable, financière, sanitaire, alimentaire et culturelle de la société industrielle croissanciste. Faillite qui semble toute inéluctable. Pouvons-nous envisager une solution ou tout au moins une forme de solution? Le terme de solution, pourtant, qui est d'essence purement mathématique, pourtant ne semble pas vraiment adapté aux problèmes qui nous occupent, problèmes dont l'essence dépasse largement les mathématiques. Ce terme de solution, il doit plutôt être remplacé par le terme adaptation. Adaptation, faculté dont nous avons indiqué précédemment, déjà plusieurs fois, nous l'avons indiqué, quelle était la plus grande force du genre Homo. Il n'y aura donc probablement pas de solution proprement dite à l'impasse de la croissance, mais plutôt une adaptation. Et le rôle de la politique, tel que nous l'avons redéfini lors de la chronique précédente, intitulée « Qu'est-ce que la politique ?», ça devra être de proposer des pistes de réflexion et de proposer des infrastructures adaptatives, des idées d'infrastructures adaptatives. Eh bien, cette démarche, qui consiste à proposer pistes de réflexion et infrastructures, elle a un nom. C'est la résilience. Qu'est-ce que la résilience? D'une façon générale, la résilience désigne la capacité pour un corps, un organisme, une organisation ou un système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Et cette définition générique, elle est déclinée dans plusieurs contextes. Alors, par exemple, dans l'aérospatial, la résilience, ça sera la capacité d'un système embarqué à pouvoir continuer de fonctionner en mode dégradé ou en milieu hostile. En biologie, la résistance, ça sera la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. En physique, la résilience, ça sera une mesure de l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. En thermique, la résilience sera la capacité d'un matériau à conserver une température dans la durée. En psychologie, la résilience désigne un phénomène consistant à pouvoir revenir d'un état de stress post-traumatique. En informatique, la résilience, c'est la capacité d'une architecture réseau à continuer de fonctionner même en cas de panne. En gestion d'entreprise, la résilience, c'est la capacité d'une organisation à s'adapter après la survenue d'un incident. Et, bien sûr, en économie capitaliste, il est intéressant de remarquer que le terme de résilience est employé pour désigner la capacité à revenir sur la trajectoire de la croissance après avoir encaissé un choc de récession. Alors, si nous comparons la définition générique de la résilience, à savoir capacité d'une organisation à retrouver ses propriétés initiales après une altération, si nous la comparons à la déclinaison capitaliste, à l'interprétation capitaliste, c'est-à-dire la capacité à revenir à la croissance après une récession, le contresens de la seconde interprétation, l'interprétation capitaliste, saute rapidement aux yeux. Parce que l'altération de notre société, nous pensons l'avoir suffisamment démontré, c'est précisément la croissance et non pas la récession. Récession qui n'est elle-même qu'une dérivée seconde du fait générateur premier, la croissance. En réalité, le capitalisme croissant confond cause et conséquence, ce qui, bien entendu, doit être dénoncé en vue des enjeux considérables que cette confusion occulte. La croissance exponentielle de notre société
qu'elle connaît depuis à peine 200 ans. Ça n'est en réalité qu'une bulle civilisationnelle, une grande parenthèse historique qui contient en elle-même les ferments de sa propre clôture. Cette croissance n'est en réalité qu'une excroissance de la trajectoire humaine générée par notre prédation de la dot terrestre, prédation rendue financièrement possible par la création des lois permettant la création monétaire ex nihilo, mécanisme que nous avons déjà analysé dans les chroniques précédentes. La juste interprétation de la résilience, c'est donc autre chose. Autre chose que celle des croissancistes convaincus qui sont en proie au spectre de la récession. Parce que l'expression « retrouver » ses propriétés initiales après une altération, ça signifie tout simplement retrouver les propriétés qui régissaient l'économie humaine avant l'altération provoquée par la prédation illimitée de la dot terrestre, c'est-à-dire de la prédation illimitée des ressources naturelles finies. Ces propriétés initiales, elles reposent tout simplement sur la logique, sur le bon sens ancestral, à savoir le bon sens consistant à utiliser les ressources naturelles uniquement dans la limite de leur renouvellement et dans le cadre d'une population humaine quantitativement adaptée à ce renouvellement. Comme l'a démontré Nicolas Georgescu-Royen, et ainsi que nous l'avons déjà largement exposé dans les précédentes chroniques. L'économie est donc dépendante de la biologie et de l'écologie. Chaque fois que l'homme utilise une ressource naturelle, énergétique ou minérale, pétrole, charbon, fer, cuivre, il augmente le niveau d'entropie de l'écosystème et par conséquent, il augmente son instabilité. Chaque fois que l'homme transforme une ressource naturelle, par le biais de la métallurgie par exemple, il provoque la dissipation d'une partie de cette matière qu'il ne pourra jamais plus récupérer. Le recyclage lui-même, à terme, est voué à l'extinction, nous l'avons montré, dans la mesure où il nécessite de l'énergie, énergie elle-même à vocation déclinante, et que la quantité récupérée est toujours inférieure à la quantité initiale, d'où une tendance finale irrémédiablement orientée vers l'extinction. Nous avons naturellement déjà vu tout cela. La décroissance économique. La décroissance économique est donc inéluctable, et avec elle, le déclin de la société industrielle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les raisons en sont évidentes. C'est la fin des réserves de pétrole, de charbon, de gaz, de fer, de cuivre, de zinc et de la plupart des autres éléments métalliques du tableau de Mendeleïev. Resteront, certes, les ressources énergétiques inépuisables, le vent, le soleil et la gravité hydraulique, ainsi que les ressources renouvelables, constituées globalement par la biomasse. Il est un fait certain que ces ressources seront toujours disponibles pour nous fournir une certaine quantité d'énergie indispensable à une économie humaine organisée. Mais il faut bien garder à l'esprit que nous devrons les mettre en œuvre, ces ressources naturelles, sans avoir recours à l'utilisation conjointe des ressources matières finies, qui auront enfin justifié leurs appellations, puisqu'elles seront à ce moment précis, très exactement, finies. Alors ça, c'est un problème très peu évoqué aujourd'hui, mais néanmoins fondamental. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour faire fonctionner une économie humaine, même à bas régime, il faut disposer à la fois d'énergie et de matière. Parce que disposer de matière sans disposer d'énergie signifierait que nous serions obligés
de travailler les métaux avec notre seule force musculaire. Et, d'autre part, à l'opposé, si nous disposions d'énergie sans disposer de matière, cela signifierait que nous serions tout simplement contraints de mener une vie végétative, une vie animale, bon, ce qui, somme toute, serait encore mieux que pas de vie du tout, mais qui ne saurait constituer un objectif politique réellement mobilisateur. Cette réduction de la disponibilité globale en énergie et en matières premières physiques, cette réduction qui va conférer un caractère inéluctable à la décroissance économique, sera sans doute progressive. La rapidité de cette décroissance sera fonction d'un ensemble de critères difficiles à pronostiquer, mais son impact sur notre mode de vie, c'est-à-dire finalement sur ce qui nous intéresse, sera directement lié à notre capacité de résilience. Cette capacité de résilience qui est globalement, nous l'avons vu, celle d'un organisme, la capacité d'un organisme à résister à un choc et à s'adapter positivement au traumatisme qui va en découler. Ça se traduit dans le cas de figure qui nous intéresse par la faculté d'adaptation au choc de la décroissance industrielle de façon positive et consubstantiellement par une adaptation, voire une transformation de l'organisation sociétale d'un point de vue institutionnel. Mais nous avons vu que la résilience est aussi, en même temps, la capacité de ce même organisme à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Et nous pouvons alors nous demander ce qu'il convient d'entendre par là. Eh bien, en réalité, c'est très simple. Il convient d'entendre par là exactement le contraire de ce qu'entendent les représentants politiques actuels. C'est-à-dire que l'altération subie par la trajectoire humaine, eh bien, c'est la croissance industrielle elle-même, tout au long de son évolution depuis le milieu du XIXe siècle, et non pas telle ou telle phase épisodique de récession intervenant à un instant T sur la courbe de son évolution. Autrement dit, les représentants de l'oligocratie considèrent que la croissance industrielle, pourtant toute récente, 170 ans sur 3 millions d'années, soit à peine 10 secondes de la vie humaine rapportée à 24 heures. Eh bien que cette croissance industrielle toute récente constitue un axiome historique incontestable et une option économique qu'on ne saurait discuter. Bref, le système qu'ils ont installé à partir du milieu du XIXe siècle constitue pour eux une évidence aussi limpide que le soleil qui se lève à l'est, voire aussi péremptoire qu'une prescription divine. Dès lors, nous comprenons bien que tout phénomène qui viendrait enrayer cette sacro-sainte croissante ne puisse être jugé que comme une altération de la normalité. La résilience devenant alors tout naturellement le niveau de capacité à revenir sur le chemin de la croissance régulière dans les meilleurs délais. Eh bien, la bonne analyse est tout autre. La bonne analyse considère au contraire que le système industriel tel qu'il a été mis en place par le régime politique oligocratique, celui qui a remplacé la monarchie, eh bien, ça constitue lui-même une altération de la trajectoire humaine. Ce jugement, il n'est pas de nature subjective, contestant par exemple la valeur de la culture issue de l'installation de ces sociétés de la croissance. Ce jugement procède au contraire d'une stricte constatation objective, comptable même, montrant que le système économique mis en place à partir de cette époque, ce système il est fondé sur des bases qui le conduisent immanquablement à la banqueroute. Cette annonce de la faillite inéluctable du mode de faire-valoir croissanciste pourrait
pourquoi pas, s'accompagner d'un éventuel procès que des citoyens éclairés pourraient engager à l'encontre de la société de la croissance, en mettant sur la sellette les multiples externalités toxiques de cette société de la croissance, comme par exemple la dégradation du mode de vie des individus, la dégradation des pratiques relationnelles, la dégradation de la qualité de la nourriture, de la pureté de l'air, etc. Tous ces éléments peuvent naturellement faire l'objet de débats multiples, mais le vrai problème de fond n'est même pas là. Le véritable problème, c'est que c'est bien ce système politique oligocratique, c'est bien lui qui a installé une pratique économique éphémère et sans avenir, quels que puissent être les éventuels bienfaits ressentis momentanément par certains usagers durant le cours de la période récente. Alors, ceci étant posé, nous devons maintenant nous poser la question: qu'est-ce qu'une trajectoire normale? Comment identifier une trajectoire normale? Alors, l'évidence, malheureusement perdue de vue, évidence perdue de vue par les damnés de la croissance, c'est qu'une trajectoire normale est une trajectoire qui doit tout simplement respecter l'équilibre naturel et notamment respecter les lois de la biologie et de la physique. Cette trajectoire, elle doit se matérialiser par la mise en œuvre d'une économie basée uniquement et exclusivement sur les ressources renouvelables. Les lois physiques issues du deuxième principe de la thermodynamique et du principe de l'entropie montrent sans ambiguïté que tout prélèvement de la dot terrestre conduit immanquablement à terme à une déperdition définitive de la matière utilisée. Par voie de conséquence, si cette matière n'est pas renouvelée par la nature elle-même et dans des délais compatibles avec l'échelle humaine, cette matière devient indisponible et l'industrie sur laquelle elle est fondée s'écroule. La matière renouvelable à échelle humaine, par contre, elle, restera disponible en permanence, dans la mesure, bien entendu, où le prélèvement humain ne dépasse pas son taux de renouvellement. Mais le discours officiel, notamment celui porté par ceux qu'on nomme les écologistes de gouvernement, ce discours oublie toutefois de préciser une chose fondamentale. C'est que dans un système basé sur le renouvelable en général, énergie ou matière, on ne peut utiliser que des matériaux renouvelables pour construire notamment les dispositifs de capture, c'est-à-dire qu'on ne peut utiliser que des axes en bois, des courroies en cuir, on peut utiliser des cailloux, du sable, de la CFDA, etc., etc., mais pas autre chose. Exit, par conséquent, l'utilisation du fer, l'utilisation du cuivre, de l'aluminium, du plastique, bien entendu, de toutes les terres et de toutes les terres rares, qui constituent précisément aujourd'hui la base des dispositifs de capture des énergies dites renouvelables, comme les panneaux solaires et les éoliennes. Ce qu'il faut donc rajouter dans le maelstrom de la propagande oligarchique sur les énergies renouvelables, c'est le fait incontournable que pour être vraiment renouvelable, une production d'énergie ne doit utiliser que des matériaux renouvelables et pas des matériaux finis. Alors, ça paraît pourtant limpide, mais il faut croire que les mandataires de l'oligocratie ont intérêt à le dissimuler. Alors, il reste ce qu'on va appeler le simplement renouvelable, c'est-à-dire, grosso modo, la biomasse. Autrement dit, encore le système végétal, le système animal qui croît, qui augmente et qui se reproduit de façon naturelle, c'est-à-dire sans avoir besoin de l'intervention humaine.
Eh bien, ce système, cette biomasse, peut fournir effectivement une dot gratuite permanente sous la forme d'un accroissement annuel représentant une quantité que l'homme peut prélever sans problème, sous réserve naturellement de ne pas prélever plus que cette quantité de croissance naturelle fournie pendant la période considérée. Cette option fondamentale, c'est la seule option capable d'assurer une durabilité du système économique humain. Et c'est l'option qui a prévalu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui a prévalu avant la mise en place, conjointe, complice et partenaire, des systèmes oligocratiques pour le niveau politique et des systèmes capitalistes au niveau économique. Mise en place conjointe de ces deux systèmes qui ont généré, qui ont enfanté la société industrielle croissanciste basée sur la consommation illimitée de ressources naturelles finies et qui, nous l'avons démontré, est engagée dans une voie sans issue, dans une impasse. Tel est donc l'état des lieux et tels sont donc les contours de la résilience que nous devons mettre en œuvre pour les temps qui viennent. Mais il nous faut toujours revenir à nos deux questions initiales, que faire et comment faire. Et il nous faut commencer à tracer des pistes pour l'avenir. Mais les obstacles sont nombreux sur le chemin de la raison. Et c'est ce que nous allons tenter de voir dans la prochaine chronique qui sera intitulée « Les forces contraires ».